On fait du cinéma. Encore mieux. On fait du cinéma. On reprend. Allez. Oh, je fais tout, c'est ça. Tous ceux qui désirent gravir l'Everest en savent à l'avance les violences. Ils acceptent d'y risquer leur être, d'engager à fond leur personne, quitte à ne pas en revenir tout à fait intact. Le photographe de l'expédition, Pascal, était accompagné au sommet, à 8848 mètres, par Christine, 1,57 m, 50 kg, tout mouillé. Parce que s'il fait beau demain... J'ai été surpris par une chute de sérac en corniche et j'ai été pris complètement dans l'avalanche avec un Sherpa qui se trouvait à la lisière du nuage. Pour ma part, j'ai été emporté par le souffle sur une quinzaine de mètres et puis ça a été l'obscurcissement la nuit pendant une quarantaine de secondes. C'était très long, bien sûr on pense à la mort. Avant de retrouver un peu d'air et de réaliser que j'étais vivant. La vie ne passe pas par l'Everest, je crois. Après, dans 3-4 jours, on prend l'avion pour rentrer en France. Après avoir fait... Bon, c'est la deuxième fois que je fais l'Everest, sans oxygène. Moi, j'ai pas pu faire mon bivouac pour des raisons de sécurité. Donc, ça sera pour le printemps, peut-être. En fait, c'est Pascal qui m'a fait partir, hein, parce que sinon, je pouvais pas le laisser descendre seul de nuit. Et puis bon, ça a été... Mais avec oxygène, hein, sans... Mais je réalise pas encore, toi. Allô. C'est bizarre, c'est assez étrange. C'est un petit nuage. Ouais, enfin là, c'est la fatigue, toi. 34 heures. Ah ouais. C'est Ben qui m'a dit ça. Pas mal, ouais. Et en fait, ouais, je crois que c'est le coup de poker, mais il faut... Et des fois, je pensais pas qu'on allait arriver. Christine Janin est née le 14 mars 1957 à Rome. Elle dit oui à Antoine Barthélemy le 6 juin 1987. Docteur en médecine, elle vise sa plaque sur l'étoile de tente. Alors, elle va me faire le coup du kiné. Au hasard d'une expédition au Pakistan, la voici devenue la première Française à 8000 mètres. Au sommet du Gasherbrum, elle se découvre une affinité pour la physiologie de l'altitude. Sa bonne humeur et sa chance en font la mascotte des chercheurs de l'ARP. Sur l'Annapurna, les docteurs Herry, Pommier, Rata et Richanet l'invitent dans le plus haut laboratoire du monde, mais ils sont ensevelis sous des tonnes de neige. Raté. Puisque l'Annapurna ne veut pas de médecin, l'Eden Peak reçoit la sportive au sommet. Deuxième 8000 mètres, réussi cette fois avec Antoine. Le pays du Dalai Lama, en exil, venait juste de s'entrouvrir aux touristes. Au retour, elle se dégourdit les jambes de Katmandou à Lhasa et en profite pour respirer l'air pur du Tibet. Il y a énormément de poussière dès qu'il y a un camion qui passe. D'où mon petit masque. Après 1000 km de pèlerinage en pédalant, la récompense, Lhasa et le palais du Potala. Les neiges du Kilimandjaro.
6000 mètres de pureté africaine dominent savane et forêt. Du sommet de l'Afrique, une Christine gonflée comme une montgolfière court vers le vide et, femme de plume, s'envole tel l'oiseau rare. En kayak de mer, dans le Grand Nord canadien, elle traverse les baies glacées de la terre de Baffin. Mais pas vraiment le rêve, plutôt une noyade dans des problèmes d'organisation submergents et de grands sacrifices pour d'exceptionnelles images. Hélas, la mésentente laisse l'amertume de souvenirs qui glacent les mains et filent pour longtemps la piquette au cœur. Difficile de se relever et d'en sortir par le haut, même s'il reste en soi l'image inoubliable de sommets précaires, aujourd'hui dissous. Et hop, elle change de continent. Médecin des cavaliers du désert, elle parcourt 500 km de steppe mongole sur les traces de Gengis Khan. Le problème d'un médecin, c'est qu'il faut se soigner tout seul. Dans la tête de Christine, l'idée de l'Everest fait sa trace. Avec ses meilleurs amis, elle accumule les marathons, les crosses, les courses, avec une prédilection pour le ski alpinisme qui lui forme une résistance et un cœur gros comme le Mont Blanc. Un sommet sur lequel elle passe des nuits sous igloo avec l'équipe Turbo à quelques jours de s'envoler pour sa première tentative à l'Everest. Étonnante expérience que cet Everest Turbo, consistant à s'acclimater dans un caisson. Bon, Christine, tu pédales à une charge de 0,9 kg pendant 5 minutes à 7000 et on enregistre fréquence cardiaque et saturation. Merci. Quelques heures après leur sortie de la boîte de métal, ils tentent l'ascension du toit du monde. Mais la face nord de l'Everest rejette l'équipe Turbo. Pourtant, de cet échec au succès, il n'y a qu'un pas à rêver. L'héroïne des temps modernes, vaincue en 89 par le grand méchant vent, se dresse moins d'un an plus tard dans la féerie d'un ciel si bleu qu'elle s'étonne encore de sa chance et des raisons qui la poussèrent au sommet. Sans y croire vraiment, j'y suis allée parce que lui il était devant, ça m'énervait qu'il soit devant, qu'il y avait d'autres femmes devant et que bon, il fallait quand même pas que je les laisse passer. Et puis, mais je pensais vraiment pas quoi, en 2 jours le faire. Elle ne pensait pas non plus arriver en haut du tas de sable, Christine. Pourtant, son frère jumeau l'entraîna très tôt à résister aux colères des intempéries et même aux plus violentes tempêtes. Ses 4 frères lui enseignent l'adversité et l'aguerrissent à l'entêtement breton. Grâce à eux, elle sut vite renvoyer la balle et faire face, s'il le fallait, à de redoutables batailles. La neige, la mer et le grand air sont ses éléments. Depuis les montagnes et les plages, elle s'élance à l'assaut des navires pirates et prend sa revanche. Fille chez les garçons, elle sera femme parmi les hommes, toujours prête à suivre un groupe qui part à la conquête de l'univers.
Katmandou la nuit, Katmandou la pluie, la mousson du Népal dans une nuit sans fin, c'est ainsi que commence l'aventure de Christine et ses copains. Par un horizon sans Everest, dans un hôtel de luxe sans luxe, par une douche tiède mal réglée dans des rues grouillantes de gouttes d'eau, où les passants assoupissent, où les Porsche ne passent plus. Au petit matin, ils surgissent le long des trottoirs de la Bagmati, la rivière sacrée, où le froid réveille, flagelle, frictionne, ravigote, où l'eau caresse de ses bouts cendrés les cendres des morts incinérés sous le voile éploré des veuves, et le regard agrandi des enfants sidérés. Sur la rive d'en face, des filles aux cheveux longs, noirs de suie, se lavent et rient. Le courant emporte leur savon vers d'autres fleuves sacrés, plus loin, beaucoup plus loin, jusqu'au fond de l'océan Indien. Maison bourgeoise à Katmandou, avec Pasang, cette Sherpanie de 30 ans espère être la première népalaise à gravir l'Everest. Elle sera la compagne occasionnelle de Christine jusqu'à 8000 mètres. Son âme, son mari, a créé Tamserku Trekking Expedition, une agence qui a pignon sur rue dans le centre des affaires de Katmandou. Son business consiste à louer les services des porteurs et des Sherpas et à leur choisir un chef cuistot qui nourrira la troupe. Les Occidentaux appellent ça organiser la logistique. Adieu! Puisque tout est prêt pour partir, alors partons. Même s'il pleut, même si les ponts himalayens sont emportés par un déluge de boue, ce n'est pas à la plage que nous allons. Elle ne sait plus combien de jours elle a marché, Christine. 10, 15, qu'importe. La paix intérieure n'a ni montre ni chronomètre. Ces semaines d'approche sont hors du temps, passées au petit bonheur des rencontres dans le pays Sherpa, au fond de cette vallée du Khumbu, toujours en marche, où les jeunes filles transportent les forêts sur leur dos, où les enfants parcourent des kilomètres en altitude pour aller à l'école de Namche, à 3500 mètres dans les nuages. Et au-dessus des nuages, les pyramides. Quel pays ce Népal, où l'on s'élève avec la vie en ribambelle joyeuse, derrière les yaks sous plastique, les sacs à pattes, les tonneaux à cornes et les mères porteuses de bidons. No problem. No problem, no problem. C'est bien la première fois que tu m'as mis la pioche. Les Sherpas sont des hommes de roc et de terrassement, des bâtisseurs forcenés. À 5200 mètres, sur le glacier caillouteux, ils dressent en 2 jours un camp de base en pierre sèche avec l'opiniâtreté des bâtisseurs de temples qui reconstruisent le monastère de Tian Boche à l'entrée de la vallée de l'Everest. Là-bas, au rythme d'une pierre par jour, par tailleur, ils gagnent le couvert, le coucher, quelques roupies et la bénédiction du grand lama en supplément de salaire. Au camp de base, on ne taille pas et la toiture est faite de bâches. Mais tout le mobilier de la cuisine séjour salle à manger est un génial agencement de dalles brutes que le glacier engloutira dans quelques mois. Tapai lai takai lagyo? Lai takai lagego China. My name is Christine. My name is Okay. You have done a very good job, huh? Good base camp. 됐어. Oi, katamba.
Ici, ce n'est pas l'Everest que l'on prie, mais la déesse des vents, Sagarmatha de son vrai nom. Sur cette terre, les prières les plus ferventes sont celles qui servent à repousser les menaces. Par exemple, on implore pour obtenir l'indulgence des avalanches. On jette le riz sacré dans la gueule du glacier pour gaver les crevasses. Ou encore, comme sur l'autre versant de la montagne, dans le Tibet occupé par les Chinois, on se prosterne devant le Bouddha pour affirmer une irrépressible ferveur au nez de l'oppresseur pékinois. Nangtilé officie en maître respecté. Sagarmatha l'a déjà accueilli 2 fois sur sa cime. Occident et Orient réunis se font humbles devant l'immense déesse de glace qui se laisse bercer par la musique incantatoire des mantras.